Comment définir politiquement l'Union européenne? L'Union européenne, cet objet politique non déterminé, comme le disait Jacques Delors, se caractérise essentiellement par un point. Elle refuse de se caractériser par un territoire ou par une population. Elle refuse de se caractériser par une puissance militaire, voire économique. Elle se caractérise essentiellement par sa capacité à émettre des normes. C'est une capacité qui lui est donnée par ce qui a été longtemps le privilège d'être le premier marché de la consommation mondiale. Toute entreprise qui voulait se développer sur le marché européen devait soumettre ses produits ou ses services aux normes européennes. Et l'Union européenne, la Commission européenne, a eu une influence disproportionnée, absolument considérable sur le marché mondial et sur les entreprises mondiales, en étant en permanence émettrice de normes. Des normes, des régulations dans tous les domaines de plus en plus serrés, de plus en plus précis. Et qui, en quelque sorte, enserrent les entreprises qui veulent avoir accès au marché européen dans un réseau de mailles qui prétend ne rien laisser passer. Ce pouvoir est probablement en train de diminuer. Il est en train de diminuer parce que l'Union européenne n'est plus l'îlot de prospérité dans un monde en recherche de croissance et dans un monde de pauvreté en quête de développement qu'il était il y a seulement 20 ans. Il est en train aussi de s'affaiblir parce que l'Union européenne s'est laissée gagner par la captation réglementaire, la capacité qu'ont les grandes entreprises, quelquefois à travers des organisations non gouvernementales, des ONG, quelquefois à travers des fondations ou de think tanks, de lui dicter ses normes et ses règles au mieux de leurs intérêts. Cette situation a été criante lors de la prise de pouvoir de Big Pharma à l'occasion de l'épisode Covid. Big Pharma a dicté ses normes et ses principes à l'Union européenne et aux pays de l'Union européenne, et l'on commence à mesurer bientôt, et on commence à mesurer chaque jour davantage, à l'aune des procès engagés dans différents pays, à l'aune de décisions comme celle de l'État de l'Idaho qui interdit les vaccins Covid sur son territoire, à quel point la captation réglementaire aura coûté à l'Europe et d'abord aura coûté à la santé des Européens. C'est probablement le même phénomène pour Big Food et pour les engrais chimiques. C'est certainement la même situation qui prévaut pour l'utilisation des pesticides. Les normes européennes de plus en plus font l'objet d'une captation réglementaire au profit de Big Tech, de Big Pharma, de Big Food, etc. Les grandes multinationales mondiales font la loi à Bruxelles à travers ces 1000 pattes qui s'appellent les ONG, les fondations, les think tanks, dont on sait bien que dans maintes situations, ils dictent littéralement leurs textes à la Commission européenne. C'est une situation redoutable parce que chaque fois que la réglementation s'appesantit, ce sont des petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas suivre. Chaque fois que la réglementation s'appesantit, ce sont des petites exploitations agricoles qui meurent au profit de Big Farm, ces fermes de plusieurs milliers d'hectares dont on nous dit qu'elles seront le modèle agricole de demain. Il y a donc ici une tâche urgente. Ça n'est pas de détruire la réglementation qui produit la santé et qui favorise des meilleures conditions de vie pour les Européens, garantit leur sécurité environnementale, leur sécurité pharmaceutique et médicale, etc. Il s'agit de remettre à plat un édifice qui compte abusivement sur la règle pour réglementer jusqu'aux plus petits effets, aux plus petits aspects de la vie humaine et de la vie économique. C'est contraire à l'innovation, mais c'est aussi et surtout contraire à la vie de nos territoires, de ces petites et moyennes entreprises, de ces indépendants, de ces artisans, de ces petites exploitations agricoles qui font la vie de nos territoires et qui sont ceux qui ne peuvent pas faire face à la marée déferlante de la régulation européenne. Redonnons vie à nos territoires, c'est le combat du localisme, c'est un combat de libération pour que chacun pense au mieux les intérêts de son territoire et de sa communauté, indépendant des règles parachutées d'en haut, qui ne tiennent aucun compte de ces singularités remarquables et de ces spécificités délectables qui font la vie des territoires de l'Europe. Pour TV Liberté, je suis heureux de partager les impressions retour de Chine. Le genre retour de voyage a été très en vogue dans les années 60 ou 70, il est un peu dépassé aujourd'hui. Et pourtant, de Pékin à Shenzhen, du Zhejiang à Sanya, dans la grande île de Hainan, plusieurs constats sautent aux yeux. Le premier, c'est que la Chine, qui autrefois probablement copiait, qui était à l'écoute la plus attentive qui soit de tout ce qui se passait dans le ferroviaire, dans le nucléaire, dans l'automobile européen et particulièrement français,
est totalement sorti de ce champ-là. Dorénavant, comme le témoignaient un certain nombre de professionnels du nucléaire français, ce sont les Européens qui vont en Chine pour apprendre d'eux. Comme pourraient le faire les fabricants automobiles, ceux qui fabriquent des batteries, des panneaux solaires, etc., etc. Le deuxième constat, c'est que dorénavant, la Chine n'est plus un pays où l'on délocalise, c'est la Chine qui délocalise vers l'Asie du Sud-Est, vers des pays du Pacifique, parce que la Chine est devenue un pays où les salaires sont relativement élevés. C'est un pays aussi où la main-d'œuvre va bientôt commencer à vieillir, et la Chine est en train à son tour d'outsourcer les métiers et les fonctions à basse valeur ajoutée. Et puis le troisième constat, c'est la vague d'innovation. Elle est tout à fait saisissante. Les robots se multiplient, les chaînes entièrement automatisées se multiplient, et l'innovation est extraordinairement frappante dans le domaine naturellement des véhicules électriques, dans le domaine du nucléaire et de l'énergie, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la production de nourriture, de la gestion des sols, etc., etc. Ceci pose à nos pays trois questions. D'abord, le grand risque du découpling qu'exigent nos alliés américains. Il est dangereux d'ignorer la Chine, de se séparer de la Chine, tout simplement parce que c'est nous mettre à l'écart d'une innovation qui va compter. Le deuxième point, c'est naturellement les fruits de l'innovation. La Chine vient d'annoncer le plus grand ordinateur quantique, le Tianyan 504, le plus puissant au monde. Et Huawei a surpris tout le monde en bénéficiant de microchips dont les États-Unis avaient pensé qu'ils en interdisaient la fabrication à la Chine. Se mettre à l'écart de ce processus d'innovation et de cette vague d'industrialisation, c'est probablement nous pénaliser nous-mêmes. Et puis le troisième point, c'est que nous avons intérêt à défendre notre intérêt national. Notre intérêt national, c'est notre souveraineté économique. Elle passe par un équilibre dans les prises de commandes, dans les relations d'affaires, comme dans les relations financières. À cet égard, être prudent, oui. Défendre notre intérêt national, oui. Mais nous couper de toute relation avec la Chine, c'est probablement nous couper de l'innovation et d'une capacité d'industrialisation qui nous feront cruellement défaut. Voilà de nouveau un sujet sur lequel la presse, sur lequel l'opinion publique nous dit « passez, il n'y a rien à voir ». Certains se plaignent bien à proximité de ces antennes 5G qui se multiplient partout sur le territoire, de maux de tête, de migraines, d'insomnie, voire de troubles nerveux. Il n'y a rien à voir, les ondes n'ont aucune conséquence sur le corps humain. J'ai cherché à en savoir plus et je me suis posé plusieurs questions. D'abord, j'ai consulté des rapports officiels. L'un d'eux est généralement cité, c'est un rapport de l'ANSES qui date maintenant de plusieurs années et qui affirmerait que les antennes 5G n'ont aucune conséquence sur la santé humaine. J'ai consulté le rapport, j'ai constaté que la réalité est bien différente. Le rapport de l'ANSES dit que nous ne disposons pas à ce jour de rapport permettant d'évaluer les effets sur la santé humaine des antennes 5G et des antennes relais. Et le rapport déplore l'absence d'études a priori qui précèdent la mise en place de ces antennes relais. J'ai ensuite regardé la littérature médicale et j'ai constaté que les ondes ont bien des conséquences sur la santé humaine parce qu'elles sont utilisées par exemple contre la maladie d'Alzheimer, par exemple contre certains cancers. Les ondes sont également utilisées massivement en agriculture. Les ondes peuvent favoriser la croissance de certaines plantes. Les ondes favorisent aussi, par exemple, les processus de lactation chez les vaches, etc., etc. Donc d'un côté, on nous dit que les ondes n'ont aucun effet sur la santé humaine, et de l'autre côté, on nous dit que les ondes, ça peut guérir, ça peut faire grandir et ça peut cultiver. Le paradoxe est criant. La réalité m'a été probablement révélée lors d'un séjour récemment en Chine. Un professionnel des télécommunications, voyant mon téléphone, m'a enjoint de me contenter de la 4G, me disant que la 5G pouvait présenter des risques. Et ces risques, il convient de bien les identifier. La 4G, ce sont des ondes à 700 MHz. La 5G, ce sont des ondes qui peuvent être à 700 à 900, qui peuvent être à 2,5 GHz ou jusqu'à 20 GHz. Et ces ondes ont plusieurs caractéristiques. Elles entrent en résonance avec les êtres vivants. Et par exemple, les ondes centimétriques, dont la sinusoïdale est égale à 1 cm, peuvent être destructeurs pour la vie animale, notamment celle des insectes. Ces ondes réagissent sur le corps humain et ces ondes transportent des milliers, des millions d'informations. Et il convient de s'interroger sur ce qu'on appelle les zones blanches et que certains appellent les zones mortes. Ces zones sans antenne relais, ces zones sans accès à Internet, sont probablement des zones de vie
Il faut les préserver parce que quelque part, disposer de zones blanches, c'est disposer de zones où la vie est préservée. Depuis le début des années 2000, à la suite des sommets de Rio, à la suite des différentes COP concernant le dérèglement climatique, les entreprises se sont vues soumises à des codes, à des index, à des ratings dont elles n'avaient pas l'habitude. Sous le nom de Corporate Social Responsibility, sous le nom de responsabilité environnementale et sociétale, les entreprises se sont vues soumettre à des questionnaires de plus en plus inclusifs et de plus en plus invasifs. Les entreprises se sont vues observées à la loupe par des centaines de cabinets soi-disant experts en environnement, sous le prétexte environnemental, mais avec en réalité un agenda largement inspiré par l'ultra-gauche et par le mouvement woke, qui mélangeait dans un savoureux galimatia des préoccupations sociétales, des préoccupations de changement de mœurs et en effet quelques préoccupations environnementales authentiques. Nous sommes en train d'en sortir. Les États-Unis ont donné le signal, ce sont des milliards qui sortent chaque semaine des fonds soi-disant environnementalement responsables. Ce sont de plus en plus d'entreprises qui refusent dorénavant de satisfaire aux questionnaires de responsabilité sociétale et environnementale. Mais c'est aussi ces 18 pays africains qui viennent de créer une banque africaine du développement consacrée à la mise en valeur des ressources énergétiques, les banques occidentales et les sociétés d'assurance occidentales refusant en effet de financer toute recherche de gaz et de pétrole dans des pays qui pourtant ne contribuent en rien au dérèglement climatique. Une vague anti-écologique est en train de se soulever. Et cette vague anti-écologique, elle ne provient pas d'une mise en cause des questions posées par la biodiversité, des questions posées par l'empoisonnement chimique des eaux, des sols et de l'air. Elle ne vient pas des questions posées par le réchauffement climatique. Elle vient tout simplement de l'usurpation commise au nom de l'écologie par l'ultra-gauche. Parce que trois choses sont tout à fait claires. La stabilité d'un écosystème, c'est sa survie et sa résilience. Ce qui signifie qu'une immigration incontrôlée est aussi écologiquement pénalisante. La deuxième chose, c'est qu'aucun système n'est le même. Ce qui signifie que toute solution globale prétendue apporter de manière uniformisante et régulatrice à des problèmes globaux est fausse. Il n'est de solution que locale adaptée à chaque écosystème aux grands problèmes écologiques qui se posent. Le troisième principe, c'est que l'écologie, la science des systèmes vivants complexes, ça n'est jamais une affaire de mécanique. Ça n'est jamais en changeant un élément du système que l'on va guérir l'ensemble du système. Tout est interdépendant. Et les adaptations qui se sont jouées sur des milliers ou des centaines de milliers d'années, il n'est pas question par un processus inventé dans l'année ou dans les 2 années qui viennent de s'écouler, de le modifier sans provoquer des effets en chaîne et en cascade, quelquefois catastrophiques. Nous devons réapprendre la complexité, nous devons réapprendre la prudence, nous devons réapprendre l'infinie diversité des écosystèmes qui fait leur richesse. Tout cela, ça signifie que les soi-disant questionnaires, les ratings, les index de responsabilité sociétale et environnementale sont probablement à remiser au grenier des mauvaises idées. Probablement est-ce que c'est dans le local, dans le respect des traditions, des coutumes et des modes de faire, dans le réenracinement de l'économie circulaire, d'écosystèmes d'entreprises adaptés à leur milieu humain, à leur milieu culturel, comme à leur milieu environnemental, que les solutions à la crise écologique seront trouvées. Il faut en finir avec les manipulations, il faut en finir avec la grande escroquerie des responsabilités sociétales et environnementales qui n'ont abouti, dans certains cas, qu'à fragiliser nos entreprises, à imposer des normes qui détruisent notre agriculture, notre artisanat et notre commerce indépendant, et qui n'ont servi qu'à faciliter une captation réglementaire par les grands groupes et les multinationales, qui sont les seuls à pouvoir aisément s'adapter à la multiplication des normes et à la prolifération de ce qui s'appelle la conformité. L'écologie, c'est la vie. On ne retrouvera pas une vitalité écologique de nos écosystèmes sans respect de la diversité, sans respect de la singularité de chacune de nos régions et de nos territoires, sans un retour au localisme. Le président Emmanuel Macron n'a pas manqué à la règle, qui veut que dorénavant, de plus en plus nombreux soient les chefs d'État et de gouvernement européens qui
qui, à l'occasion des vœux à leurs concitoyens, demandent plus d'Union européenne. Plus d'Union européenne, c'est peut-être le refrain de ceux qui cherchent à fuir leurs responsabilités dans la crise que vivent la plupart de nos concitoyens. Plus d'Europe, c'est aussi une fuite en avant que l'on connaît bien dans les institutions européennes où le slogan « Toujours plus d'union » fait figure de mantra susceptible de régler tous les problèmes. Nous sommes très profondément en désaccord avec cette vision des choses. L'Union européenne, depuis les années 2000, s'est caractérisée par 3 défaites en race campagne. La première a été la forfaiture accomplie par Nicolas Sarkozy quand, après le référendum manqué de 2005, où les Français ont majoritairement refusé le projet de constitution qui leur était imposé, le président de la République française a néanmoins fait adopter ce projet par la réunion des 2 assemblées. La seconde étape décisive dans le recul de l'Union européenne a été, après Nord Stream, l'absence absolue de réaction, qu'elle soit économique ou militaire, à une action agressive contre l'indépendance énergétique de l'Union européenne, contre son autonomie industrielle et, pour le dire très clairement, la capacité de l'Union européenne à développer une industrie compétitive en misant sur le gaz et le pétrole à bas prix fournis par la Russie. Et puis la troisième étape décisive dans le recul de la démocratie, au nom de l'Union européenne, ce sont les votes truqués en Moldavie. Et c'est la négation du premier tour des élections en Roumanie, sous des accusations qui demandent encore à être prouvées, la Cour constitutionnelle de Roumanie ayant accompli un véritable coup d'État juridique, en déniant aux candidats arrivés au premier tour à la présidentielle le droit de se présenter et le droit d'être élu. Il est très clair dorénavant pour de plus en plus nombreux de nos concitoyens que l'Union européenne met en danger l'Europe. Pas parce que certains de ses acquis sont négligeables, pas parce qu'il y a à sortir de l'Union ou à annuler les acquis de l'Union, mais tout simplement parce qu'il faut évoluer au moins sur 3 points. Il faut cesser l'acquisition sans cesse plus étendue de compétences par l'Union européenne. Que les compétences qui lui sont expressément dévolues par les traités lui soient effectivement accordées, tout le reste devant rester du ressort des nations. Le second point est que dans un certain nombre de domaines vitaux, comme la santé, comme l'éducation, comme la politique internationale et probablement aussi comme la défense, la compétence des États doit demeurer exclusive et leurs constitutions doivent primer sur les directives européennes. Ça s'appelle rétablir l'ordre de la hiérarchie du droit et c'est une condition vitale pour que l'Union européenne ne continue pas à agir au détriment des nations européennes. La troisième condition est probablement la plus déterminante. Dorénavant, moins d'union pour mieux d'Europe doit être le point de rassemblement de tous ceux qui, comme les localistes, considèrent que l'union a apporté des acquis indéniables, mais que toujours plus d'union est en train de menacer gravement les libertés et la démocratie en Europe. Moins d'union pour plus d'Europe, renouer avec le principe de subsidiarité, retrouver l'autorité des nations, c'est la voie de nations européennes plus grandes et plus fortes, et c'est à terme la voie de la satisfaction des citoyens européens. Depuis la dernière semaine de décembre 2024, les appels et les chroniques se succèdent pour déplorer le recul de la question écologique et environnementale dans les préoccupations des citoyens européens. Bien des raisons peuvent expliquer ce recul. La crise économique qui menace avec peut-être une crise financière en préparation, la guerre en Ukraine et le conflit au Proche-Orient qui détruit Gaza, qui détruit le Liban et qui menace l'indépendance de la Syrie, bref, les raisons ne manquent pas pour les citoyens européens d'être inquiets pour leur avenir et probablement de faire passer au second plan les priorités environnementales. Car il s'agit bien de priorités. Mais ce qui est grave, c'est que ces priorités ont été gravement niées, gravement détournées, dévoyées par l'action de la plupart des partis verts en Europe. Il faut déplorer ce constat, les Verts ont été les plus sûrs ennemis de l'écologie, parce qu'au lieu de promouvoir une écologie heureuse, une écologie de la joie de vivre, une écologie du bien vivre sur son territoire, les Verts se sont consacrés
très largement à rendre l'écologie haïssable. Rendre l'écologie détestable, c'est le fait de ces zones dites à faible émission, qu'Andrea Cotarac avait qualifié de zones à forte exclusion sociale, parce qu'en interdisant les véhicules anciens des centres-villes, on procède en effet à une nouvelle exclusion sociale. Tout le monde ne peut pas s'acheter un véhicule électrique. C'est aussi la multiplication des normes, sous l'impact et sous la captation réglementaire de nombreuses ONG, beaucoup financées par de grandes sociétés multinationales, qui aboutissent tout simplement à tuer nos PME, à tuer nos petites et moyennes entreprises et à en finir avec l'agriculture traditionnelle et l'agriculture familiale. C'est enfin un combat contre le nucléaire qui rend l'Union européenne infiniment plus dépendante des livraisons en gaz et en pétrole des États-Unis qu'elle ne l'était il y a seulement 10 ou 15 ans. Le drame de l'énergie Wende allemand n'a pas fini de peser sur le pouvoir d'achat et aussi sur l'indépendance et l'autonomie stratégique de l'Europe. Enfin, c'est la promotion du changement climatique et du dérèglement climatique comme un problème global appelant des solutions globales, alors que beaucoup d'autres problèmes, comme la perte de la biodiversité, comme la perte aussi de la diversité des sociétés humaines, comme l'empoisonnement des sols, des eaux, des terres devenues infertiles, ces problèmes sont tout aussi importants, mais demandent des solutions locales adaptées à chaque écosystème. En s'alignant généralement sur les positions américaines les plus belliqueuses, en participant à la captation réglementaire réalisée par les grandes multinationales, les Verts se sont faits les pires destructeurs de l'écologie. Nous nous mobilisons pour une écologie de la joie de vivre, bien vivre sur son territoire avec les siens. C'est la voie d'un renouveau de l'écologie comme politique globale, c'est la voie choisie par les localistes et c'est la voie qui doit conduire l'écologie à se dépolitiser pour traiter les enjeux locaux, les enjeux régionaux, les enjeux territoriaux et consacrer cette réalité d'importance. En cette année 2025, la géographie reprend ses droits, la géographie reprend ses droits sur l'histoire, nous n'en avons pas fini avec la terre qui est sous nos pieds et nous devons réapprendre à habiter avec bonheur et dans la joie de vivre les territoires qui sont les nôtres.